Bonjour à tous, aujourd'hui, thème 1 de géographie, des cartes pour comprendre le monde. Donc le programme de terminale ESL 2017. Alors d'abord, on va analyser la consigne, comme on fait toujours. Pourquoi des cartes au pluriel? Parce que une carte ne dit jamais la réalité. Une carte ne peut pas être le réel. On l'a vu, une carte est forcément une représentation de la réalité. Et je vous l'avais montré à travers les cartes page 21, qui montrent rien que pour représenter le planisphère, on peut le représenter de différentes manières, avec différentes projections. Donc il faut avoir en tête l'idée que pour réaliser une carte, on doit opérer, c'est réaliser des choix cartographiques. Et ces choix cartographiques sont dans 3 domaines qu'il faudra analyser quand vous critiquerez la carte. C'est d'abord le choix de la projection. En gros, est-ce qu'on fait du polaire ou est-ce qu'on fait du Mercator, c'est-à-dire de la cylindrique? Le choix des données. Quelles données on choisit de représenter? Si je représente le développement, est-ce que je choisis l'IDH ou est-ce que je choisis le PIB par habitant? Le résultat sera un petit peu différent, évidemment. Puisque le PIB par habitant, les monarchies pétrolières sortiront beaucoup plus fortes qu'avec l'IDH. Et donc, les systèmes de figurés. Quel figuré j'utilise, quelle couleur de figuré, etc. Et là encore, vous pouvez avoir une carte qui va renforcer un phénomène en fonction du choix de figuré que vous utilisez. Donc, projection, choix des données, choix des figurés. Comprendre le monde. Comprendre le monde. Deuxième partie d'énoncé. Il y a l'idée qu'on est dans un monde extrêmement complexe et que pour le comprendre, il faut essayer de le simplifier. C'est ce que je vous avais dit avec la métaphore du Rubik's Cube. Finalement, le Rubik's Cube, c'est ce monde de toutes les couleurs, et il y aurait 4 couleurs qui seraient l'économique, le politique, le culturel, l'environnemental. Et que toute situation géographique serait un mélange de ces 4 couleurs. Et que pour essayer de le comprendre, eh bien, il faut, dans notre explication, remettre les couleurs ensemble. Expliquer ce qu'il y a d'économique dans la complexité, ce qu'il y a de politique, ce qu'il y a de culturel, ce qu'il y a d'environnemental. Et puis aussi changer les échelles pour voir qu'en fonction du territoire étudié, la réalité évolue. J'avais pris la métaphore des États-Unis riches, une New York riche, mais à l'intérieur de New York, un Bronx pauvre. Voilà. Alors, il ne peut pas y avoir de composition sur ce sujet, mais on avait décidé de se demander comment les cartes permettent de comprendre le monde à travers ces 4 grilles de lecture, en commençant d'abord par la grille de lecture géopolitique. Alors, je vous invite à reprendre votre livre, page 26-27, pour nous intéresser à la géopolitique. La géopolitique, elle s'intéresse à quoi? Elle s'intéresse à l'étude des conflits, des alliances, des rapports d'influence entre différents acteurs, en particulier des États. Et ce qui caractérise la géopolitique aujourd'hui, c'est effectivement beaucoup l'étude des conflits. Je vous l'avais expliqué, il y a 3 fois plus de conflits depuis 1991, fin de la guerre froide, fin de la guerre, 3 fois plus de conflits depuis la fin de la guerre, qu'entre 1947 et 1991, donc durant la période de la guerre froide. Alors la carte numéro 1, elle nous montre bien ce monde de conflits. Qu'est-ce qui saute aux yeux quand on étudie cette carte, quand on découvre cette carte d'une projection Mercator classique? C'est que le monde de conflits se concentre dans un axe que le géopolitologue Pascal Boniface appelle l'arc de crise, qui va du Maghreb jusqu'au Moyen-Orient. Deuxième lecture d'analyse, on voit que les conflits sont extrêmement variés. On a des conflits entre États, interétatiques. Alors, ça serait là, à cette époque-là, il y avait l'affaire de la Russie avec la Géorgie. On pourrait dire aujourd'hui l'Ukraine avec la Géorgie. Des conflits à l'intérieur d'un même État, donc plutôt des guerres civiles. Ça va être l'exemple de la guerre civile en Syrie, qui a commencé depuis l'année 2011. Mais il y a aussi d'autres formes de conflits qui, parfois, s'insèrent dans des conflits inter- ou intra-étatiques. Ça va être le terrorisme, en particulier le djihadisme,
mais ça peut être aussi la piraterie, bref, différentes formes de conflits. N'oublions pas aussi les conflits asymétriques avec des grandes puissances qui viennent intervenir contre des puissances beaucoup plus faibles. Exemple, aujourd'hui, les puissances européennes face au djihadisme qui interviennent beaucoup au Moyen-Orient. Bon. Il faut revenir, ce que la carte ne dit pas, puisqu'elle vous montre cette diversité des conflits, mais elle n'en donne pas les causes. Alors les causes, vous, c'est ce que vous devez apporter de vos connaissances personnelles. On avait dit que les causes, il y a beaucoup de causes économiques. Les ressources sont une grosse cause de conflit, hein, le partage des ressources, mais qu'il y avait aussi des causes culturelles. C'est le cas, par exemple, au Moyen-Orient, entre les chiites et les sunnites, qui ont deux visions différentes de l'islam, et qu'aujourd'hui, par exemple, beaucoup d'attentats de l'État islamique ont lieu contre des minorités chiites. Il y a des causes aussi qui sont des causes politiques, de partage de frontières, même si ce partage de frontières est souvent lié à des ressources. Et j'étais revenu sur l'idée que la frontière, c'est une ligne imaginaire. C'est pas une ligne naturelle, c'est toujours une ligne imaginaire, voilà, qui sépare deux territoires. Donc, et bientôt, il y aura peut-être des causes environnementales à des conflits, avec la montée du niveau des eaux. Donc des causes différentes à ces différents types de conflits. Parler des conflits, c'est parler des acteurs des conflits. Et là, ça nous amène à la deuxième carte, qui est elle aussi un planisphère, et qui nous montre que finalement les acteurs des conflits, ce sont les grandes puissances. Elle nous parle des puissances militaires. Alors il faut bien avoir en tête la définition de ce qu'est une puissance en géopolitique. Une puissance, c'est un État qui a la capacité d'influencer d'autres territoires, de rayonner sur un grand nombre de territoires, voire sur la planète entière, par la contrainte, le hard power, ou la persuasion, le soft power, c'est-à-dire l'économique et le culturel. Et là, on a une carte qui montre le rayonnement des puissances par la contrainte militaire. Ce qu'on observe sur cette carte, qui présente les puissances qui ont la bombe atomique, les puissances qui ont une industrie de l'armement, un complexe militaro-industriel extrêmement développé, qui font que ce sont des puissances exportatrices d'armes, et le budget de l'armement par État. Et on voit que tous les pays ne sont pas à la même enseigne, et qu'il y a une hiérarchie des puissances, que dominent les grandes puissances du Nord, en particulier États-Unis, Europe, auxquelles on pourrait adjoindre Russie, et puis qu'il y a les puissances émergentes, en particulier Chine et Inde, qui elles aussi ont l'arme nucléaire, et ensuite des puissances régionales de second plan dans les pays en développement, avec le cas particulier de l'Amérique latine, où il n'y a pas de grande puissance, puisque on verra qu'on n'est pas dans un monde qui est, dans une Amérique latine, qui est très intégrée dans les conflits internationaux. Critique que l'on peut faire des cartes. La première carte, la carte sur les conflits. La critique principale que l'on pouvait lui faire, c'était que le sentiment que l'Europe, l'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis, étaient en dehors des conflits, même si elles pouvaient être touchées par du terrorisme. Non, nous avons vu que ce sont des acteurs majeurs des conflits du Moyen-Orient, que des troupes sont engagées, qu'un budget conséquent est destiné à ces affrontements militaires. Or, ils ne sont pas représentés. Pourquoi ils ne sont pas représentés? Parce que la carte a du mal à représenter des conflits qui soient extraterritoriaux. La carte peut représenter un conflit lorsqu'il y a lieu sur son territoire. Mais représenter un conflit qui n'est pas sur le territoire de l'État, c'est beaucoup plus difficile. C'est pour ça que les États-Unis, l'Europe semblaient absents des conflits. Donc il est toujours très important de faire une critique des cartes. Donc je résume sur la géopolitique, c'est l'étude des conflits et c'est l'étude des acteurs des conflits, en particulier des grandes puissances que sont certains États, États-Unis, États européens, France, Angleterre en particulier, et puis aussi Russie, Chine pour des pays émergents. Maintenant, l'organisation du monde est aussi marquée par la mondialisation, qui est un phénomène économique et culturel majeur. Alors il faut bien avoir en tête ce qu'est la mondialisation, et ça peut être bon de citer un géographe qui s'y est intéressé, c'est le cas du géographe français Olivier Dollfus. Donc je rappelle la définition de la mondialisation, hein, c'est un processus historique marqué par une forte augmentation des échanges entre les territoires
à l'échelle mondiale et qui entraîne une hiérarchisation entre ces territoires selon leur degré d'intégration à la mondialisation. Voilà. Alors, quand on s'intéresse à la mondialisation dans l'économie, il faut s'intéresser à deux thèmes. D'abord, la mise en réseau de ce monde, et puis la hiérarchisation entre ces territoires. On va commencer par montrer qu'il y a une hiérarchisation économique forte entre les territoires, et pour cela, je vous invite à prendre votre livre à la page 22-23. Nous avions étudié deux cartes, la carte 1 et la carte 3. La carte 1, elle nous montre les inégalités de développement. Le développement, c'est l'augmentation des richesses liée à l'amélioration des conditions de vie d'une population. Elle montre les inégalités des développements, tandis que la carte 3, elle nous montre un indicateur beaucoup plus économique, la hiérarchie des puissances économiques mondiales. Lorsqu'on croise ces deux cartes, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'il y a un nord économique qui domine. Ce nord économique, il est très développé, il est très riche, il a un PIB important, mais il a une faible croissance économique. États-Unis, Europe, Japon ont une croissance économique relativement faible. Ce nord économique, il est suivi par une multitude de sud. Multitude de sud, puisque les situations sont très distinctes. Vous avez un sud émergent, qui est marqué par une forte puissance économique, Russie, Chine, Inde, Brésil, mais un niveau de développement moyen, entre 0,7 et 0,8, et une croissance économique soutenue, même si c'est en train de changer. Et puis derrière ces émergents, on a toute la gamme des pays en développement, qu'on pourrait diviser en deux catégories. Les pays en développement qui ont un développement plus avancé, et les pays en développement qui sont dits des pays à revenus intermédiaires. Les pays en développement de la première catégorie, de la catégorie avancée, ont un PIB moyen, une forte croissance économique, mais un IDH assez fort, autour de 0,7. Tandis que les pays à revenus intermédiaires vont avoir le même PIB, la même croissance économique, mais un IDH un peu plus faible, parce que les inégalités sont encore plus fortes. Et puis, dernière catégorie de pays qui ressort, c'est la catégorie des pays qui ne sont pas encore dans le développement, ou qui sont au tout début du développement. Le cas des PMA et du continent africain en particulier, même si on avait noté sur la carte 3 que ce sont des pays qui connaissent une forte croissance économique, et donc qui vont sans doute connaître le développement dans le XXIe siècle. Critique que l'on peut faire à ces cartes. Critique de la première carte. On vous présente une limite nord-sud, un nord, un sud. On voit que c'est faux. Il y a plein de suds. Il y a des suds qui pourraient être au nord, un nord, la Russie, qui pourrait être au sud. C'est une limite de la guerre froide, c'est une limite qu'on appelle la limite de Willy Brandt de 1961 qui ne reflète plus la situation actuelle. De l'autre côté, vous avez une carte qui vous met en valeur la triade, Amérique du Nord, Europe, Japon. Or, lorsqu'on regarde dans le détail, certes, le Japon a un PIB très important, mais aujourd'hui, la Chine a un PIB encore plus important que le Japon. Donc, pourquoi ne pas intégrer la Chine à la triade? Voilà des critiques que l'on pourrait faire de cette hiérarchie économique mondiale. Mais la mondialisation, c'est aussi montrer que le monde est en réseau, et c'est ce que nous montre la carte 2, page 22. Alors, un monde en réseau, c'est l'idée que les territoires sont interconnectés par des échanges qui relient des pôles mondiaux que sont les grandes métropoles. Ce qu'on observe sur ce réseau, c'est qu'à nouveau, il y a une hiérarchie du Nord, de la triade, élargie à l'Asie orientale, puisque c'est eux qui organisent la plupart des échanges, et ils échangent majoritairement entre eux. Ensuite, qu'il y a des échanges de plus en plus développés du sud vers le nord, ce qui s'explique en particulier par les échanges de matières premières, mais que les échanges sud-sud restent encore relativement modestes, même s'ils sont en croissance. Deuxième explication que l'on peut faire sur ce monde en réseau, c'est qu'à l'intérieur de ce réseau mondial, il y a des régions qui échangent plus entre elles qu'avec l'extérieur. C'est le cas en particulier de l'Union européenne. Et vous avez des régions qui sont beaucoup plus dépendantes de l'extérieur que de leur région. C'est le cas en particulier du continent africain. C'est le cas en général des régions qui sont très dépendantes de l'exportation des matières premières, minerais, agriculture, hydrocarbures.
Alors, comment expliquer que ce monde se soit mis en réseau et qu'on ait assisté à un développement, une croissance économique très forte de certaines régions du monde, en particulier de l'Asie? Eh bien là, ça s'explique par finalement un phénomène géographique qu'on appelle la DIPP, Division internationale des processus productifs. C'est un système où le processus de fabrication d'un produit se déroule dans différents pays pour profiter des avantages comparatifs de chaque pays. Voilà ce que c'est que la DIPP. Ce qui a, dans les années 70 et encore plus dans les années 90, beaucoup favorisé le développement de l'Asie avec les délocalisations. Que finalement, cette mondialisation, elle a été stimulée par les entreprises et les plus grandes entreprises qu'on appelle les FTN, firmes transnationales qui ont pratiqué cette DIPP. Alors, ce qu'il y a en lien avec la mondialisation, c'est aussi l'idée qu'il y aurait une forme de mondialisation culturelle que le sociologue McLuhan appelle le village global, il y a déjà longtemps, puisque c'était en 1967. Alors pour étudier la mondialisation culturelle, je vous invite à prendre votre carte, page 30. Il y a une problématique que l'on peut poser. Est-ce que la mondialisation entraîne une uniformité culturelle ? Alors, la carte des langues montre qu'il y a quand même une assez grande diversité culturelle, puisque beaucoup de langues sont pratiquées dans le monde, même si, à l'échelle mondiale, 10 langues sont parlées par 50% de l'humanité. Mais il y a une diversité culturelle qui est plus grande que ce qu'on pense quand on regarde la carte, puisque l'Inde, par exemple, qui apparaît d'une couleur uniforme, qui regroupe déjà 3 langues, le hindi, le bengali et l'ourdou, en réalité est un pays où il y a 18 langues officielles, et où il y a même 180 langues parlées. Donc il y a une réelle diversité linguistique. Dans le monde, on estime qu'il y a 4000 à 5000 langues qui sont toujours parlées, qui n'est pas forcément reflétée par cette carte. Les thématiques qui permettent d'aborder les questions culturelles en géographie sont souvent la langue, l'alimentation, la religion, et aussi les loisirs, en particulier les pratiques sportives. Quand on regarde la carte numéro 2 sur les pratiques sportives, on se rend compte que pratiquement tous les États du monde aujourd'hui pratiquent les quelques sports des Jeux Olympiques et participent aux Jeux Olympiques. Ce qui revient à dire qu'il y aurait une forme d'uniformisation culturelle mondiale. Cette uniformisation culturelle, elle est le fait de la diffusion de l'American Way of Life à partir de la deuxième moitié du XXe siècle et des valeurs des grandes puissances du Nord. C'est l'idée de McLuhan à travers ce village global. Cependant, la diversité culturelle, je vous l'avais dit, continue à exister, même dans le sport. J'avais dit qu'en Afghanistan, le sport national, c'est le bouskachi. C'est un sport de combat de chevaux entre différentes tribus. Donc résistance à des sports dominants, même s'ils sont aussi pratiqués. Et cette diversité culturelle, elle a amené certains géographes à s'intéresser à des civilisations. Et on a en particulier un politologue, Samuel Huntington, qui a essayé de montrer la diversité du monde à travers des différentes civilisations, et donc il y a sa carte des aires de civilisation. Sauf que faire des cartes de civilisation pose problème, parce que les indicateurs utilisés pour réaliser cette carte ne sont pas toujours les mêmes. C'est très difficile de définir ce qu'est une civilisation. Et lorsque Samuel Huntington fait sa carte des civilisations, il a une idée en tête. Il a l'idée qu'il va y avoir un choc entre le monde occidental et le monde musulman. Sauf que le monde occidental, qu'est-ce que ça reflète? Monde chrétien? Non, c'est pas exactement le monde occidental. Par contre, le monde musulman est uniquement unifié autour d'une religion, l'islam, qui en réalité elle-même est extrêmement divisée. À l'intérieur du monde musulman, il y a de grandes divisions, en particulier entre chiites et sunnites. Donc, il y a une diversité qui existe, qui est reflétée par différentes cultures et différentes civilisations, mais cartographier ces civilisations est un exercice extrêmement difficile pour le géographe. Voilà les grandes problématiques géoculturelles mondiales, l'uniformité face à la diversité, et on voit qu'il y a une uniformisation, mais qu'il y a une résistance aussi culturelle avec une diversité qui continue à exister. Enfin, la dernière question mondiale, géographique que l'on peut se poser, c'est la question environnementale.
Et pour cela, on avait étudié la carte numéro 1, page 34, qui s'intéresse aux émissions de carbone par État. Alors, qu'est-ce qu'on constate? C'est que la prise en compte de la question environnementale, elle date des années 80. Le développement durable, c'est un concept qui naît en 1989 avec le rapport Brundtland, ce concept qui dit qu'il faut satisfaire les besoins des générations actuelles sans empêcher les générations futures de vivre selon les mêmes besoins, et qui s'appuie sur un pilier économique, social et environnemental. Alors, quand on regarde les émissions de carbone, on se rend compte qu'il y a une grande différence entre les pays du Nord, qui sont des gros émetteurs de carbone, mais qui aujourd'hui baissent leurs émissions, et les pays du Sud, qui sont des émetteurs beaucoup plus faibles de carbone, mais qui aujourd'hui augmentent leurs émissions. Cette différence de taille, en valeur absolue d'émissions de carbone, sont liées au niveau d'industrialisation du pays, mais aussi à sa population. C'est pour ça que la Chine et l'Inde apparaissent comme des très gros émetteurs, mais en réalité ce sont aussi des pays très peuplés. Donc si on rapporte la carte à la population, l'émission est beaucoup plus faible. Et c'est aussi pour ça, parce que les pays du Sud sont un peu moins industrialisés que les pays du Nord, et parfois on a des continents moins peuplés, que leurs émissions paraissent plus faibles. Alors, ces questions environnementales sont devenues des questions mondiales depuis les années 80. Il y a eu un rapport en 1988, qui est le rapport du GIEC, qui a expliqué que le réchauffement climatique était lié aux activités humaines. Et depuis, il y a des sommets environnementaux pour essayer de faire en sorte que les émissions de gaz à effet de serre diminuent. Mais vous comprendrez bien, en regardant la carte numéro 1, page 34, que ces réunions font l'objet d'intenses débats. Parce que des pays qui sont gros pollueurs, mais dont la croissance économique est dépendante de ces pollutions, n'ont pas envie de sacrifier leur croissance économique aux pollutions. Et puis lorsque des pays du Nord, qui étaient des gros pollueurs, même si leur croissance diminue, demandent aux pays du Sud de baisser leur croissance, les pays du Sud disent « mais regardez, vous polluez beaucoup plus que nous, donc nous avons un droit au rattrapage ». Donc les débats sont très intenses dans les sommets environnementaux, il faut en connaître quelques-uns, le sommet de Kyoto qui n'a pas été signé par les États-Unis, pas plus par la Chine, et la COP21 de Paris de 2015 qui apparemment ne sera pas non plus signée par les États-Unis. Voilà, à travers ces quatre approches, l'approche environnementale, l'approche culturelle, l'approche économique et l'approche politique, nous avons introduit un vocabulaire de géographie dont nous resservirons toute cette année, et nous avons présenté les grandes questions géographiques du programme de la classe de terminale. Merci.